Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage, 90 minutes du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici les titres de ce 27 septembre. C'est un exode, un flot incessant d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils sont arméniens, ils fuient le Haut-Karabakh, cette région du Caucase également revendiquée par l'Azerbaïdjan. C'est aussi la fin d'un rêve d'indépendance pour les séparatistes arméniens et peut-être un risque de génocide selon l'ambassadrice d'Arménie en France. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Karabakh, ce n'est pas une question arménienne, c'est une question de la communauté internationale, c'est une question de l'humanité. Que fait la communauté internationale? Quelles sont les sources politiques, ethniques, historiques de ce conflit? On en débat dans une minute. Et puis pour notre second thème, c'est un mystère que je vous propose d'explorer, celui de la popularité de Jean-Jacques Goldman. Le chanteur n'a pas sorti de disque depuis 2 décennies, mais il reste la personnalité préférée des Français, absent et obsédant. En cette rentrée, il fait la une de la presse, une tournée rend hommage à ses chansons. Un film raconte aussi l'histoire de son frère aîné, militant d'extrême gauche, assassiné il y a 44 ans. On plonge dans ce que l'écrivain Ivan Jablonka appelle le goldmanisme. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le conflit donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour le comprendre, il faut remonter un siècle en arrière, mais on retrouve toujours les mêmes victimes, ces familles qui fuient la guerre. Fabien Recker. Il serait déjà plus de 50 000 à avoir fui le Haut-Karabakh, enclave majoritairement peuplée d'Arméniens en territoire azerbaïdjanais. Par le corridor de Latchine, seule voie d'accès à l'Arménie, ils affluent à la frontière. Maintenant, nous sommes des chiens sans abri. Faites savoir au monde que nous sommes des chiens sans abri. Nous ne resterons pas avec les Azerbaïdjanais au Karabakh, parce qu'on sait ce qu'il nous en coûtera. On se fera massacrer, poignarder. C'est un conflit vieux de 30 ans, hérité du passé soviétique. Quand une partie de la population arménienne fut rattachée par Staline à l'Azerbaïdjan, à la chute de l'URSS, les Arméniens du Haut-Karabakh proclament leur indépendance. Le conflit n'a pas trouvé de solution depuis et connu un nouveau pic de violence le 19 septembre, quand une opération éclair des troupes azerbaïdjanaises a fait plusieurs centaines de morts dans le Haut-Karabakh. La région, entièrement passée sous le contrôle de Bakou, serait le théâtre d'une épuration ethnique à l'encontre des Arméniens. L'ambassadrice d'Arménie à Paris lance un appel à l'aide. S'il y a une menace de génocide, quand il y a une menace d'épuration ethnique, ce n'est pas seulement la responsabilité des États qui sont directement concernés, mais c'est la responsabilité de la communauté internationale. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Karabakh, ce n'est pas une question arménienne, c'est une question de la communauté internationale. Mais la communauté internationale peine à parler d'une seule voix. Allié traditionnel de l'Arménie, la Russie n'a pas su maintenir la paix malgré la présence de 2500 soldats. L'Arménie reproche même à Vladimir Poutine de l'avoir abandonné au profit de ses liens avec la Turquie, principal soutien de l'Azerbaïdjan. Quant à l'Union européenne, elle a les mains liées par sa dépendance au gaz azerbaïdjanais depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Azerbaïdjan est un gros producteur de gaz. Donc l'Union européenne a passé un accord avec l'Azerbaïdjan. Elle a choisi d'émettre des protestations verbales qui existent incontestablement, mais molles. Ce qui fait que l'Azerbaïdjan s'est senti littéralement pousser des ailes. Et à travers ce contrat gazier, l'Union européenne a accordé à l'Azerbaïdjan un véritable chèque en blanc. Un accord qui prévoit même une hausse graduelle des livraisons de gaz vers l'UE jusqu'en 2027. De quoi permettre à l'Azerbaïdjan et au régime du président Aliyev de financer ses achats d'armes. Le sort de ces réfugiés, ce contrat dont on parlait, le rôle de l'Union européenne, l'avenir de l'Arménie aussi, beaucoup de thèmes à aborder dans notre débat avec Gaïd Zminassian. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po en relations internationales et vous publiez Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre? C'est aux éditions Passé Composé. J'accueille Valérie Boyer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice LR des Bouches-du-Rhône et vice-présidente du groupe France-Arménie ici au Sénat. Claire Mouradian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Arménie et du Caucase. Et Mathieu Croissando, bonsoir. Mathieu, bonsoir. Éditorialiste politique. On va faire un peu de pédagogie, comme toujours dans cette émission. On va illustrer le début de ce débat par la carte de la région, tout simplement, avec ce Haut-Karabakh, se dispute l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On vous la montre, vous allez pouvoir la détailler.
Gaëtz Minassian, je commence avec vous. Ce qui se passe depuis quelques semaines et en ce moment au Haut-Karabakh, était-ce malheureusement attendu, prévisible? Totalement. Pourquoi? Parce qu'on est dans la continuité de la défaite militaire arménienne de 2020 et que rien n'était réglé, tout était en suspens, et même les Arméniens en Arménie au Karabakh, et a fortiori observateurs que nous sommes, on s'attendait à ce qu'une opération soit menée, alors peut-être pas aussi vite, c'est-à-dire en même pas 24 heures, mais il était évident que le président Aliyev voulait transformer l'essai et aller un peu plus loin dans sa logique de victoire militaire qu'il a obtenue en 2020, mais il voulait une victoire politique. Il est en train de l'obtenir en partie parce que pour lui, il fallait supprimer la notion de république du Haut-Karabakh, où les Arméniens appellent ça la république d'Artsakh, de toute référence dans les textes, dans les déclarations, pour justement se retirer une épine du pied et aller peut-être un peu plus loin. On verra avec la suite du débat. Ouais, Valérie Boyer, est-ce que ces images d'exode massif, on les a vues dans notre reportage, vont enfin mobiliser la communauté internationale? Est-ce que vous y croyez encore? Écoutez, moi, je veux vous faire part de mon écœurement de la communauté internationale et de l'Europe en particulier, plus qu'inerte, complice d'Aliyev et de la Turquie dans cette affaire, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Azerbaïdjan n'est pas seul. Le mentor d'Aliyev, c'est Erdogan. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne cachent pas leurs intentions. Aussi bien Erdogan qu'Aliyev. Ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils disent. Donc, quand Aliyev et Erdogan à Chouchi, rebaptisé Choucha, ils ont dit qu'ils souhaitaient que le drapeau vert de l'islam flotte au Karabakh et qu'ils chassent les Arméniens comme des chiens, c'est ce qu'ils font. Je rappelle que depuis cette guerre atroce de 2020, totalement asymétrique, où la communauté internationale a totalement laissé tomber les Arméniens, où des armes non conventionnelles ont été employées, où on est toujours sans nouvelles de prisonniers, on sait qu'il y a eu des tortures, des crimes de guerre, etc. Personne n'a bronché. On n'a même pas rappelé un ambassadeur. On a pris 0 sanction contre le clan Aliyev et ses avoirs internationaux, malgré la diplomatie de la menace et la diplomatie du caviar qu'il pratique. Et aujourd'hui, effectivement, certains Arméniens ont droit à l'exode. Vous avez dit 50 000 tout à l'heure sur les 120 000 qui sont au Karabakh. Je rappelle que ça fait 300 jours qu'ils sont affamés, privés de médicaments, privés de soins, privés de contact, privés d'électricité, privés de gaz, et qu'ils subissent la propagande avec des haut-parleurs azerbaïdjanaises et la terreur, et de temps en temps, ils tuaient quelques Arméniens comme ça. Il y a même eu des exactions abominables. Moi, je pense à Anouch Arpetian, qui a été violée, dépecée. Tout ça a été filmé. Et 0 réaction. Alors, donc aujourd'hui, je dois vous dire mon dégoût face à la lâcheté de la communauté internationale et de l'Europe en particulier. Et du rôle de l'Europe, du rôle de la France, évidemment, on va y consacrer un chapitre important de ce débat. C'est simplement une honte. Je voudrais, Claire Mouradian, qu'on fasse un peu d'histoire, parce que Fabien Riquer disait dans son sujet, il remonte à 3 décennies, mais on peut même remonter un siècle en arrière, même 1917. Oui, alors évidemment, on peut aller encore beaucoup plus loin, mais 1917, la révolution bolchevique, il y a déjà un premier conflit majeur à ce moment-là. C'est un conflit de sortie de guerre, de sortie d'empire colonial, de sortie de divers empires. Et à chaque sortie d'empire, et il y en a plusieurs qui se sont succédés dans la région, bien certaines populations ont essayé de recouvrer leur indépendance, leur souveraineté, enfin minimum d'autonomie. Donc je disais 3 siècles parce qu'on retrouve les mêmes protagonistes ou les descendants des mêmes protagonistes aux mêmes endroits et aux mêmes points de conflit qui sont les voies de passage, les verrous. C'est une zone de montagne, donc il n'y a pas beaucoup de voies de communication, il y a la question de l'eau, il y a beaucoup de problèmes aussi, des problèmes divers économiques. Est-ce qu'il y a des richesses? Est-ce que les richesses du sol, les richesses de cette région peuvent expliquer le conflit ou pas? Non, c'est un château d'eau, mais il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas... il y a peut-être quelques terres rares en Arménie, enfin je veux dire, c'est pas un combat pour le territoire, c'est un combat pour les voies de passage, les voies de communication, et c'est des questions de pouvoir et de domination. Et donc c'est une domination qui, dans ces contrées,
s'exerce uniquement par la force. Il n'y a pas d'idée de contrat social. Et c'est vrai des 3 empires qui se sont dans la configuration, les États régionaux, les puissances régionales sont les descendants directs de 3 empires qui se confrontent dans cette zone, l'ensemble du Caucase, mais notamment l'Arménie qui est au centre de ces voies de passage et autres, régulièrement. Et le fait est que c'est un champ de bataille. Et sauf que petit à petit, ce champ de bataille se réduit jusqu'à être complètement faire éclater en chassant la population. Donc ça s'est vu, disons, déjà dans l'Empire ottoman, où les Arméniens de l'Empire ottoman ont été pris aussi dans ces confrontations impériales. Et donc on sait comment ça s'est terminé par le génocide de 1915. La première guerre dans cette région s'est poursuivie un peu plus longtemps. Elle ne s'est pas arrêtée en novembre 18. Il y a eu la révolution bolchevique. Elle s'est poursuivie ici, comme d'ailleurs au Moyen-Orient, où, disons, les protagonistes ont continué de se battre pour le partage de l'hégémonie régionale. Je voudrais qu'on revienne sur le chiffre que vous redonniez sur le nombre de réfugiés. On a passé effectivement ce cap des 50 000 réfugiés. Selon des sources arméniennes, ça représente à peu près un tiers de la population du Haut-Karabakh. Gaïd Minassian, l'Arménie peut-elle les accueillir? Dans quelles conditions sont-ils accueillis? Ces familles sont-elles accueillies en Arménie? Alors, d'après ce que j'ai appris, pas plus tard qu'il y a 1 heure, 7000 personnes avaient déjà avaient pu trouver un foyer, pu trouver une habitation. Donc ça, c'est déjà une partie. Le reste, je pense que petit à petit, ça va s'organiser. Il y aura peut-être des camps dans un premier temps, mais est-ce qu'il y a un parc hôtelier suffisamment grand pour accueillir 50 000 personnes? Peut-être qu'ils vont être au départ parqués, stationnés, on va dire, sur Goriz ou le sud, et puis petit à petit, ils vont peut-être monter sur Erevan, je ne sais pas. Mais apparemment, je n'ai pas vu de scène de panique ou de désorganisation sur place. Et mes contacts sur place ne me disent pas autre chose que ce que je vous dis. C'est un exode régulier depuis quoi, une semaine, c'est ça? À peu près, voilà. Valérie Boyer. Ils arrivent au compte-gouttes, vous avez vu les images, enfin c'est extrêmement étroit pour ceux qui y sont allés. Il y a des endroits où, après d'ailleurs la guerre des 44 jours, moi je m'y suis rendue en 2021, en avril 2021, on voyait il y a des checkpoints qui sont plus petits que cette pièce. Donc ça ne peut pas être un mouvement de panique. D'abord parce que je pense que les Azerbaïdjanais ne les laissent pas partir tous très vite. Ils n'ont pas beaucoup de moyens non plus pour y aller. Et ensuite, la route est tellement étroite que ça se fait au compte-gouttes. Et je pense que une chose dans la honte et le déshonneur qui nous caractérise, nous qui nous disons grands amis de l'Arménie mais qui n'avons rien fait de concret pour les aider jusqu'à présent, ni pendant la guerre des 44 jours, ni pendant ces 300 jours de blocus. Je rappelle quand même que plusieurs camions humanitaires, dont récemment Bruno Retailleau y était, les représentants de toutes les régions, on en reparlera un peu plus tard. Etc. Toute cette aide humanitaire a été bloquée. Bloquée au début du corridor de la Chine. Donc là, je pense que l'aide humanitaire interviendra enfin pour les réfugiés. Je rappelle qu'en Artsakh, il n'y avait jamais d'aide internationale. C'est-à-dire que ce pays n'a jamais pu être aidé au Karabakh, pardon. Merci. Il n'y a jamais eu d'aide internationale. Alors, ces familles, elles n'ont pas d'autre choix que la fuite. Écoutez ce que nous explique cet Arménien déplacé. C'est la valise ou le cercueil. Aujourd'hui, nous sommes partis. Ils nous ont dit soit vous partez, soit vous prenez des passeports azerbaïdjanais. Nous ne sommes pas du genre à prendre des passeports azerbaïdjanais. Il est impossible de vivre avec eux. Si l'accord de cessez-le-feu n'est pas valide, comment pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit d'autre ? Claire Mouradian, est-ce qu'on peut parler d'un combat interethnique ou est-ce que ce n'est pas le bon mot? Je ne pense pas que ce soit le mot juste. Bien sûr, ça oppose 2 nations. Mais comme je disais, c'est 2 nations qui ont fait partie d'empires, qui ont subi de part et d'autre des différents découpages administratifs, de partage, etc. Il y en a eu déjà les anciens découpages de l'époque persane, puis de l'époque russe. À l'époque tsariste, il y en a eu 6 ou 7. À l'époque soviétique, il y en a eu plusieurs aussi. Oui. Les frontières internes n'ont jamais
jamais été intangible. Et à la sortie, ils essayent de retrouver ce qu'ils considèrent comme leur territoire ethnique. Pourquoi? Parce que aussi dans la conception stalinienne, soviétique de l'autonomie culturelle, il fallait que ce soit assis sur un territoire. Il n'y a pas de notion d'autonomie culturelle extraterritoriale. Donc en dehors d'un territoire à soi, on n'a pas les mêmes droits on n'a pas ces droits justement de pratiquer plus librement sa langue, son autonomie. Et donc du coup, le territoire devient un enjeu de vie normale. Et pendant toute la période soviétique, justement, même sous la férule d'un même gouvernement, d'un même régime, etc., les nations titulaires d'une république ont usé les petites parcelles de relative autonomie par rapport à Moscou pour exercer justement des pressions et homogénéiser leur territoire. Par exemple, il suffisait à l'époque de la collectivisation de trouver un peu plus de koulaks arméniens au Karabakh ou d'un peu plus de nationalistes pour les déporter au nom des droits, de l'idéologie. Et donc je pense que c'est une question tout simplement de droits de l'homme, de liberté basique. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore employé dans ce débat, qu'on a choisi dans notre titre, le mot de génocide. Gaïd Minassian, est-ce que vous employez ce terme, risque de génocide? Alors c'est un mot qu'il faut vraiment ne pas utiliser inutilement parce que tout devient génocide. Là, il y a un véritable risque. Pourquoi? Pas parce que j'aurais des origines arméniennes. Non. C'est parce que le discours officiel de l'Azerbaïdjan est un discours de haine officiel. Je parle du gouvernement, je ne parle pas de la population. Mais c'est un discours de haine, d'exclusion, de discrimination, qui fait que l'arménien, s'il vous plaît, qui fait que l'arménien n'est pas dans le corps social de l'Azerbaïdjan. Et tant qu'on fermera les yeux, et ça va au-delà de la question arménienne, tant que nous, occidentaux, ou nous, communauté internationale ou observateurs, on fermera les yeux sur ces dictatures qui sont prêtes à commettre ce type de nettoyage ethnique et donc voire de génocide. Les Aliyev, il dirige le pays depuis combien de temps? Alors, lui, il le dirige depuis 2003. Ouais. Mais son père dirigeait l'Azerbaïdjan depuis 1969. Donc 69 jusqu'en 87, quand il est chassé par Gorbatchev du Politburo. Ouais. Donc ça lui fait une marge à peu près de, on va dire, 30 ans. Puis, de 87 à 93, il y a la perestroïka, il est renversé, il est remplacé, et il revient en 93, Aliyev perd, jusqu'en 2003, à sa mort. Et c'est son fils qui prend la suite. Ce qui fait que cette république caucasienne est dirigée par le clan Aliyev de 69 à 2023, excepté cet intermède de 6 ans. Et c'est aussi un combat démocratie-dictature. Évidemment, on y viendra dans notre débat, mais je voudrais qu'on reste sur cette question de génocide, d'épuration ethnique. Épuration ethnique, ce sont les termes employés par Bruno Retailleau. On l'écoute. Complètement. Nous devons absolument sauver ce qui peut encore l'être. Parce qu'aujourd'hui, un peuple qui a, il y a quelques décennies, un peu plus d'un siècle, connu un génocide, connaît aujourd'hui, devant nos yeux, au su et au vu du monde entier, une épuration ethnique, une épuration religieuse. C'est absolument inadmissible. Il faut sauver les Arméniens qui ont déjà tant souffert, qui sont un des peuples dans l'histoire et sur la map monde qui a subi ce crime atroce du génocide. Voilà, témoignage recueilli lors de la journée de soutien, on va dire, manifestation. C'était devant l'Assemblée, il y avait plusieurs parlementaires. Vous y étiez évidemment, Valérie Boyer. Ce terme de génocide, évidemment, quand on parle de l'Arménie, il prend une puissance particulière. Vous l'employez aujourd'hui parce qu'il y a eu quoi ? Près d'1 500 000 morts au sortir de la juste avant la Première Guerre mondiale, 1915-1916. Bon, heureusement, on en est loin aujourd'hui. Est-ce que vous employez quand même ce terme ? À minimum, je dirais qu'il y a une épuration ethnique, religieuse et culturelle. Parce que la volonté de l'Azerbaïdjan, c'est d'effacer les traces. Mais elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Il y avait déjà eu des saccages culturels, notamment. Ils avaient roulé avec des chars sur des croix en pierre qui dataient de plusieurs siècles, du 4e, du 5e siècle. Sur les territoires qui avaient été pris par l'Azerbaïdjan, repris après par l'Arménie, je pense notamment au somptueux monastère de Dadivank,
effectivement, il fallait tout casser ou tout détruire. Les Arméniens l'avaient restauré. Aujourd'hui, la première chose que font les Azéris quand ils arrivent sur un territoire arménien, c'est d'arracher les panneaux où c'est écrit en arménien, de raser les églises, de faire disparaître toutes les traces, y compris c'est comme les Bouddhas de Banyan, c'est exactement la même chose, y compris des monuments qui sont au patrimoine de l'UNESCO. Et puis, il ne faut pas oublier quand même l'état raciste d'Azerbaïdjan, parce qu'on l'oublie, puisqu'ils l'ont soi-disant fermé, mais au lendemain de la guerre des 44 jours, en 2020, Aliyev avait fait ce qu'il appelle un parc des trophées, où il avait exhibé des Arméniens en les caricaturant, en se moquant d'eux, en faisant défiler des enfants devant pour leur montrer. Et puis, quand on animalise une population, qu'on souhaite la faire disparaître, qu'on met en scène des tortures, des actes de barbarie, bien clairement. Et puis, il ne se cache pas, avec Erdogan et Aliyev, il ne se cache pas de vouloir exterminer tous les Arméniens, où qu'ils se trouvent. Alors, ça m'amène à la question suivante, Gaïd Minassian. Est-ce que l'Arménie, les deux pays, effectivement, Azerbaïdjan et Turquie, ne reconnaissent pas le génocide de 1915 ? Est-ce que l'Arménie pourrait être menacée aujourd'hui ? Ou est menacée aujourd'hui par l'Azerbaïdjan ? D'abord, c'est pas nouveau. Oui. Ça date pas d'il y a quelques jours. Mais plus après ce qui vient de se passer. Forcément, puisque la région du Haut-Karabakh étant sous domination de l'Azerbaïdjan, avec ce lot de réfugiés, c'est le sud de l'Arménie qui est sous la menace. Maintenant, est-ce que l'Azerbaïdjan ira jusqu'à tenter quelque chose militaire d'envergure ? Je ne sais pas, même si il y a eu en 2021 et 2022, septembre 2022, des opérations militaires menées contre le territoire souverain de la République d'Arménie, et qui a chamboulé un peu la donne dans la région entre notamment la Russie et l'Arménie, puisque l'Arménie avait appelé la Russie à la rescousse. La Russie a tourné le dos. Il ne faut pas oublier la Russie, parce qu'on entend toujours Turquie-Azerbaïdjan. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je pense que le principal responsable de ce qui se passe, c'est la Russie. C'est-à-dire que si la Russie avait voulu dire stop à Aliyev, la Russie de Poutine n'a fait qu'une chose depuis que Poutine est arrivé au pouvoir en 99-2000, c'est d'affaiblir l'Arménie, en donnant des gages à l'Azerbaïdjan pour récupérer l'Azerbaïdjan, et l'Arménie et la Géorgie pour en retrouver un peu l'idéal impérial. C'est ça, la politique de Poutine. Et il se dit, de toute façon, l'Arménie ne pourra pas aller voir ailleurs que la Russie. Donc je peux en faire ce que je veux. Aidé en cela par des régimes politiques en Arménie qui ont joué le jeu de la vassalisation. Jusqu'en 2018. Et depuis, Moscou étant en difficulté en Ukraine, comme vous le savez, donc n'a plus les moyens d'intervenir comme il le voudrait dans le Caucase, donc cherche à déstabiliser le régime qui lui semble éloigné, c'est-à-dire en Arménie, pour lui faire payer ce rapprochement entre l'Arménie et l'Occident. Mais en Azerbaïdjan, on attend le moment opportun, et c'est parce qu'il n'y a aucune confiance entre les différents acteurs, on attend le moment opportun pour essayer d'avancer ses pions. L'année dernière, il y a eu les attaques, comme je vous dis, sur le territoire souverain. Là, il y a l'opération, et on y reviendra savoir pourquoi il y a eu cette opération maintenant. Tout ce que peut prendre l'Azerbaïdjan en évitant des sanctions, c'est possible. Pourquoi ? Parce que la Turquie, à l'époque, mais encore aujourd'hui, je parle du régime, et l'Azerbaïdjan, le régime d'Aliyev, se projette en toute impunité. C'est ça le problème, ça pose la question de la réaction évidemment de la communauté internationale. On va commencer, Mathieu, par parler de la classe politique française. Comment a réagi la France à l'invasion du Haut-Karabakh ? D'abord, sur le front diplomatique, un langage de fermeté, où la France défend la cause arménienne, avec, il faut le souligner, le soutien de la quasi-unanimité de la classe politique française. J'y reviendrai. Jeudi dernier, la France a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour rappeler, c'est toujours les phrases de l'ONU, un règlement durable de la situation, réclamer un accès humanitaire sans entrave aux populations, mais ça, on sait que c'est pas un détail, parce qu'il y a vraiment un problème d'accès humanitaire. Hier, à l'Assemblée, Catherine Colonna a prévenu que Paris tiendrait pleinement responsable l'Azerbaïdjan du sort de la population arménienne, et elle a dénoncé dans des termes plutôt peu diplomatiques pour le coup, la complicité de la Russie, enfin ce que vous souligniez, l'abandon de la Russie de l'Arménie et la complicité de la Russie avec les opérations militaires engagées par l'Azerbaïdjan.
la ministre des Affaires étrangères, qui appelle de ses voeux une action diplomatique internationale, voilà, réclame le respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie et la préservation des droits des Arméniens du Haut-Karabakh à vivre, s'ils le souhaitent, dans le respect de leurs droits historiques. Bon, ça, ce sont des paroles. Qu'en est-il des actes ? Alors la France a une des positions les plus fermes, en tout cas en tant que parole, de l'Union européenne. C'est déjà ça. Elle a décidé de porter à plus de 12 millions d'euros l'aide pour les réfugiés et déplacés en Arménie et au Karabakh. Mais c'est insuffisant pour de nombreuses voix. Pascal Bruckner, l'intellectuel, tout en reconnaissant la solitude de la France sur le dossier, a demandé à Emmanuel Macron de ne pas regarder ailleurs dans une lettre ouverte publiée il y a quelques jours. Dans la classe politique, à gauche, à droite, je le disais, l'Arménie, c'est quand même un sujet d'unanimité. En décembre dernier, il y avait Fabien Roussel du Parti communiste, Olivier Faure du Parti socialiste, Éric Ciotti des Républicains qui signaient une tribune commune. Eh bien, une partie de la classe politique, en tout cas, réclame que la France se passe au cran supérieur. Cette offensive doit être dénoncée et sanctionnée, réclamait la semaine dernière Éric Ciotti pour les LR. Donc la question des sanctions, la position, en fait, voilà, le problème c'est que la France ne fait pas ça toute seule et que la position de l'Union européenne, on en a parlé dans le sujet qui ouvrait cette émission, l'Union européenne est critiquée pour sa mansuétude avec l'Azerbaïdjan puisque Ursula von der Leyen est allée négocier en personne avec Bakou un deal pour diversifier, mais il faut l'expliquer aussi aux gens qui nous regardent, diversifier les ressources énergétiques européennes. C'était pour ne plus dépendre seulement de la Russie. On a accepté et demandé plus de gaz à Bakou. Des relations fortes entre la France et l'Arménie. On peut faire un peu d'histoire. Pourquoi sont-elles aussi fortes ? D'abord parce qu'elles sont très anciennes. Les premiers Arméniens sont arrivés au XVe siècle autour du port de Marseille. Colbert a fait le port de Marseille des Arméniens. Enfin, on va pas revenir sur toutes les grandes figures des Arméniens de France et des Français d'origine arménienne. Je peux vous citer Aznavour, Manoukian. Enfin voilà, on le sait. Il y a une grande vague d'immigration après le génocide de 1915 que le Parlement français a fini par reconnaître en 2011. Il y a donc un passé en commun et une solidarité à toute épreuve, mais il y a aussi, se joue là-bas, aux yeux de certains, une sorte de combat entre une minorité chrétienne et un agresseur musulman qui en fait, pour certains, notamment à droite et à l'extrême droite, une forme de choc civilisationnel. Alors, Valérie Boyer, vous êtes très critique, on va commencer, on parlera de l'Union européenne après, vous êtes très critique aussi sur l'action de la France. Pourquoi ? Oui, parce que effectivement, la France parle. Je rappelle qu'on est ici sur public, sens public Sénat, oui. Et c'est le Sénat qui a le premier reconnu le 25 novembre 2000 l'existence du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Premièrement. Ensuite, on a pris une deuxième résolution sous l'égide de Gérard Larcher, de Bruno Retailleau et à l'unanimité de tous les groupes politiques pour demander des sanctions contre justement le régime d'Aliyev, sanctions qui n'ont pas eu lieu, même pas un rappel d'ambassadeur, pas de gel des avoirs, etc. Je veux dire, aujourd'hui, Aliyev jouit de tous ses droits. Il est reçu. Madame von der Leyen est quand même allée lui serrer la main en disant que c'était un allié sûr et fiable. Était-il besoin d'en faire autant ? Est-ce que la France est finalement, même si on peut regretter que l'Union européenne ait fait ce choix, est en pointe sur cette question vis-à-vis des autres pays d'Europe ? La France en parle, mais moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Bon, c'est vrai qu'on connaît une crise diplomatique sans précédent en Afrique, dans le monde, etc. Mais je suis quand même stupéfaite que la France ne soit pas parvenue à convaincre ses alliés européens, que la France n'ait pas déposé une résolution au Conseil de l'ONU, puisqu'elle est quand même membre permanent, elle ne l'a pas fait. Et j'avoue que je comprends mal, et notamment lors de la visite du roi Charles, qu'il n'y ait pas eu un mot pour l'Arménie. Je veux dire, la compassion qu'on a, l'aide qu'on apporte à l'Ukraine, je crois qu'ici, il n'y a personne autour de la table qui le contesterait. Mais c'est une question que je pose depuis plusieurs mois avec pratiquement toute la classe politique à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Est-ce que la vie des Arméniens vaut-elle moins que celle des Ukrainiens ? Qu'est-ce qui différencie le fait qu'on aide l'Ukraine et qu'on ne fasse rien de concret pour les Arméniens ? Parce que aider en Arménie, je comprends, mais ne rien faire alors ils ont eu quand même 300 jours de blocus et n'être pas intervenu et n'avoir pris aucune sanction après la guerre des 44 jours, ça me semble absolument stupéfiant. Claire Mouradian, votre avis là-dessus, c'est vrai que si on compare les deux pays, les deux conflits, on a peut-être un peu de mal à comprendre. C'est d'autant plus dommage que ces conflits sont liés en réalité. Que ce soit ce qui s'est passé ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ce qui s'est passé en Géorgie, en Tchétchénie, en Syrie. Enfin, c'est les mêmes conflits. C'est des restes de guerre froide entre guillemets, de confrontation. La Russie
Russie, traditionnellement, dans son expansion, a avancé tantôt à l'est, tantôt à l'ouest. Quand elle est arrêtée dans un sens, elle va de l'autre côté. Elle joue de ces différentes zones d'intérêt. Bon, donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre, et même d'ailleurs dans mon équipe de recherche qui travaille sur ces mondes-là, je leur explique que c'est vraiment la même chose, et c'est pas parce que l'un est plus à l'ouest et l'autre plus au sud. Donc au sud d'ailleurs, du coup la Russie a davantage les coups des franges. Alors du point de vue de l'attitude européenne ou internationale, et aussi du point de vue des puissances régionales, eh bien il y a une hiérarchie des intérêts. Et donc dans la hiérarchie des intérêts, l'Arménie est tout à fait en bas. La Russie, non seulement il y a les intérêts gaziers ou autres parce qu'une partie du pétrole et du gaz azerbaïdjanais qui est exporté, il vient de Russie en réalité. Donc en fait, ils servent à contourner les sanctions, donc tout simplement. Et on le sait, ça a été dénoncé. Et ensuite, il y a d'autres intérêts dans la région qui sont supérieurs. Et de même de notre côté. Gaël Zmilassian, sur la France d'abord, est-ce que vous êtes aussi critique que Valérie Boyer? Non. Pourquoi? Parce que et j'ai aucun intérêt, mais s'il n'y a pas la France, il n'y a pas la mission de l'Union européenne en Arménie. S'il n'y a pas Emmanuel Macron qui pousse le président Aliyev à accepter l'idée d'une mission européenne unilatérale en Arménie, il n'y a pas de mission de l'Union européenne qui au départ était de 48 personnes sur 2 mois et qui maintenant s'étale sur 2 ans à hauteur de 100 personnes. Que fait cette mission ? Pardon ? Que fait cette mission ? Surveille la frontière pour voir d'où peuvent venir les provocations. On le sait et ils le savent. Les observateurs européens sont tous sauf naïfs. Ils savent très bien. Et en fait, c'est observer, c'est-à-dire regarder et rendre compte. Donc l'Azerbaïdjan ne pourra plus tenir son discours classique de dire c'est pas moi, c'est eux. Et on le voit bien aujourd'hui. Et là, sur la frontière reconnue souverainement par le droit international, les observateurs européens font la navette d'une frontière à l'autre. Alors, c'est important cette mission parce que s'il y a bien un moyen, parce que généralement les diplomates n'aiment pas des choses totalement irréalistes et ils aiment bien s'appuyer sur ce qui existe. S'il y a bien un moyen de renforcer la sécurité, au moins d'un point de vue symbolique, mais ça compte dans cette région, c'est d'utiliser cette mission et de prolonger son mandat, d'augmenter ses effectifs, non pas de 100, mais peut-être 200, voire plus, et pourquoi pas aussi dans la durée. Au lieu de 2 ans, ça peut être 5 ans, etc. Donc, il y a des possibilités. Ensuite, la France, par la voix de Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, va ouvrir un consulat dans le Sunnik, donc dans le sud de l'Arménie, frontalier avec l'Azerbaïdjan, et ça peut permettre à d'autres pays d'être inspirés, parce que l'Iran le fait. Parce que d'autres pays d'Europe... Non, pas encore. Personne ne l'a fait pour l'instant. L'Iran l'a fait, la Russie s'intéresse, et la France... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Il y a encore beaucoup de thèmes à aborder. Voilà, et la France peut servir de puissance à l'initiative d'autres. Alors, votre réaction à ça, parce que vous êtes sur 2 points de vue un peu différents, je vous redonne la parole juste après. Effectivement, la France est plus engagée que d'autres, de l'Allemagne en particulier, c'est un euphémisme de le dire, mais je pense que la France pouvait aller plus loin. Et elle ne l'a pas fait. Et c'est ça vraiment que je trouve... Macron avait promis des ponts aériens. Il avait promis, il n'a pas réussi à convaincre ses autres partenaires européens. Il s'est aligné, et personne ne le critique là-dessus, sur la position américaine et d'autres pour l'Ukraine. Mais pourquoi pour l'Arménie, il n'a pas réussi à entraîner les autres, alors qu'il l'avait promis? Alors effectivement... Très bien, je dois vous interrompre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Pardon, je vous redonnerai la parole évidemment, Valérie Boyer. Vous vouliez intervenir sur ce thème, rapidement, s'il vous plaît. La France est aussi, d'une certaine façon, vous l'avez rappelé, partenaire avec les États-Unis. Or, le plan américain, à mon sens, c'est le plan Goebbels, Paul Goebbels, qui était un géopolitologue, et notamment de régler la question, comme on avait essayé de le faire aussi en 18-20, à l'époque, c'était les Anglais qui étaient présents, en en échangeant le sud de l'Arménie, le Zangezur, contre le Karabakh éventuellement. Et donc, en fait, ce qui couperait l'Arménie, qui l'isolerait complètement, qui en ferait un îlot. Et je ne suis pas sûre que ces plans, quitte à plan turc,
turc, un plan pan-turc, ne soit pas aussi, je ne dis pas encouragé, mais d'une certaine façon accepté. Et on parlait tout à l'heure de génocide, est-ce que c'est un génocide, etc. Dans les précédents, et alors on dirait que c'est pas forcément le contexte a changé, dirait Gaetz, mais en août 14, quand la France essayait de garder la neutralité de l'Empire ottoman, on ne savait pas qu'ils avaient conclu un accord secret le 2 août avec les Allemands et le 5 août avec l'Autriche-Hongrie. Et donc dans les échanges diplomatiques, on voit qu'on propose, pour garder l'Empire ottoman dans la neutralité, de lui offrir une garantie d'intégrité territoriale. Ils viennent de perdre les Balkans. Et de non-intervention, et c'est textuel, c'est verbatim, même en cas de massacre en Arménie. Donc on s'attend à ce qu'il y a la dénonciation au début du génocide, qui s'est déroulée d'ailleurs par des massacres, bien sûr, mais aussi de la déportation, c'est-à-dire de l'exode forcé, donc comme aussi aujourd'hui. Et il y a une déclaration de l'entente. Il y a des réminiscences, on va dire. Voilà, il y a une déclaration de l'entente, France, Angleterre, Russie, qui dénonce. Mais on ne fait rien, on ne peut pas intervenir, mais même la Russie n'intervient pas à l'époque, et elle est aux portes, et elle aurait pu intervenir, elle a les forces, elle a l'air... Pardon de nous interrompre. Vous avez fait référence tout à l'heure à ce déplacement, ce voyage qui avait eu lieu à la fin du mois d'août. Je propose à Samia Duchir de nous rejoindre sur ce plateau parce qu'on va détailler un peu l'action qui avait été menée par des élus français. Bonsoir Samia. Bonsoir. Bienvenue à vous dans ce corridor de Latchine. Racontez-nous. C'était le 30 août dernier, donc avant le conflit qui a éclaté la semaine dernière. Ces élus, en fait, voulaient tenter de faire entrer un convoi humanitaire dans le Haut-Karabakh. Et donc, ils se sont rendus à l'entrée de ce fameux corridor de Latchine qu'on peut voir sur cette carte. En fait, c'est la seule route terrestre qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh. Elle était bloquée depuis plusieurs mois au moment de leur voyage. Ce blocus, il avait de graves conséquences pour les populations du Haut-Karabakh puisqu'il n'y avait quasiment plus d'essence et plus de nourriture dans la région. Et donc, il y a plusieurs collectivités, des régions, des villes françaises qui ont organisé un convoi d'une dizaine de camions avec dedans de l'alimentaire et des produits de première nécessité. Et comme les élus de ces collectivités savaient que ce convoi allait être bloqué, ils ont décidé de l'accompagner un peu pour faire pression. Il y avait qui comme personnalité? Alors parmi ces 15 élus, il y avait des personnalités de droite comme de gauche, la maire de Paris, Anne Hidalgo, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ou encore Bruno Retailleau, patron des sénateurs de droite. Il est revenu pour nous sur les raisons qui l'ont poussé à prendre part à ce convoi. Regardez. On a fait ce convoi parce qu'on souhaitait vraiment que l'Azerbaïdjan puisse laisser passer, puisque depuis 9 mois, vous aviez 120 000 habitants qui étaient totalement coupés, 30 000 enfants, qui manquaient de tout. Les fausses couches ont été multipliées par 3, une personne est morte de malnutrition. Donc ça, c'était un devoir humanitaire. Mais on voulait aussi montrer qu'il y avait une épuration, un risque d'épuration ethnique et religieuse. Et on le voit aujourd'hui. Alors finalement, la présence de ces élus n'a pas suffi pour lever ce blocus de l'Azerbaïdjan. Leur convoi d'aide humanitaire est donc resté bloqué à l'entrée du corridor de Latchine. Je rappelle donc que c'était en août, avant le conflit qui a éclaté. Aujourd'hui, ce corridor de Latchine, il a rouvert, mais il est surtout utilisé dans l'autre sens, du Haut-Karabakh vers l'Arménie, pour permettre l'exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh, qui seraient déjà plus de 50 000 à avoir emprunté cette même route pour fuir vers Erevan. Merci beaucoup Samia pour ces explications. Gaëtz Minassian, est-ce qu'on pouvait encore à ce moment-là, donc on est fin août, empêcher finalement l'invasion du Haut-Karabakh? Pourquoi ça se déclenche quelques semaines plus tard? Pourquoi Aliyev décide d'envahir la zone quelques semaines plus tard? Comme c'était attendu, on ne pouvait pas l'empêcher. Déjà. Ensuite, il y a sur la table, il y a deux approches en termes d'apaisement ou de règlement. Il y a une première approche occidentale qui dit en gros, alors Occident, il faut comprendre États-Unis, Union européenne, France, parce que c'est pas pareil Union européenne et France. Mais bon, il y a une approche occidentale qui dit en gros, on reconnaît l'intégrité territoriale des deux États, rien pour le statut du Karabakh, et pas de corridor turco-azéri par le territoire arménien. Rien. C'est une première approche. La deuxième approche, c'est une approche russe qui consiste à dire on reconnaît l'intégrité territoriale des deux États, mais on parlera du statut du Karabakh une fois que les deux pays auront scellé la paix, et on créera un corridor qui traversera le territoire arménien entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, sous contrôle du FSB, c'est-à-dire des services de sécurité, des services secrets russes. Donc on voit bien qu'il y a deux approches. Il y a une paix juste d'un côté, si on peut utiliser le mot juste, puisqu'il n'y a rien pour le Karabakh, et puis de l'autre côté, il y a une paix impériale.
la paix russe. C'est une paix impériale. Face à ces deux approches, l'Arménie et l'Azerbaïdjan proposent aussi leur propre modèle de paix. L'Azerbaïdjan, c'est une paix de punition. L'autre n'existe pas, c'est une paix à la Carthage, on nettoie tout, etc. On doit humilier l'adversaire, puisque nous-mêmes, on a été humiliés en 1994. Soit qu'il n'y avait pas d'accord de paix, il n'y avait pas de provocation arménienne en 1994. Contrairement, d'ailleurs, c'est peut-être une erreur de l'Arménie. Ça, il faudrait aussi un jour y revenir sur les responsabilités arméniennes. Et puis, de l'autre côté, vous avez une approche de l'Arménie qui consiste à dire une paix de droit. Le droit de l'intégrité territoriale, de droit à l'autodétermination, ou du moins le droit du respect des minorités. Donc, on voit bien que ces quatre approches sont sur la table, et on ne sait pas aujourd'hui, puisqu'on est dans une grande période de fluidité géopolitique, le lien avec l'Ukraine est fondamental, on ne sait pas laquelle de ces quatre va l'emporter. 2 des 4, 3 des 4, aucune des 4, on ne sait pas. Un autre témoignage, celui du porte-parole du département d'État américain, c'est évidemment l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, Matthew Miller, on l'écoute. Nous pensons qu'il devrait y avoir une mission internationale pour assurer la transparence, rassurer et donner confiance aux habitants du Nagorno-Karabakh et à la communauté internationale que leurs droits et leur sécurité seront protégés conformément à la déclaration publique faite par l'Azerbaïdjan. Nous sommes préoccupés par la situation. En priorité, nous pensons qu'il est important que le cessez-le-feu qui existe actuellement soit maintenu, qu'il n'y ait pas d'autres actions militaires. Deuxièmement, que les besoins humanitaires de la population du Nagorno-Karabakh soient satisfaits. Et troisièmement, que l'Azerbaïdjan et l'Arménie parviennent à un accord de paix. Là encore, Valérie Boyer, on est dans le déclaratif. On aurait pu mettre, d'ailleurs, c'est ce que beaucoup avaient souhaité, mettre cette population sous protection de l'ONU et avoir des casques bleus. Parce qu'après la guerre des 44 jours, en 2020, c'était les soldats russes qui jouaient le rôle de soldats de la paix, avec toute l'ambiguïté que ça peut... Mais enfin, c'était russe ou mort. Donc... Et vous nous dites quoi? À ce moment-là, il y a eu une fenêtre d'opportunité, en quelque sorte ou pas plus qu'à d'autres moments? Moi, j'ai l'intime conviction qu'à partir du moment où l'Arménie, enfin le Karabakh, qui était porté à bout de bras par l'Arménie seule pendant 30 ans, l'Azerbaïdjan s'est armé. Enfin, tout ça, ça se voyait depuis des années. L'Azerbaïdjan s'est armé très lourdement, a utilisé des armes non conventionnelles, a pratiqué le pire du pire, des crimes de guerre, tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont fait. Sans sanction, moi j'étais assez pessimiste sur l'Artsakh. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que le Haut-Karabakh, c'était un bouclier ou est-ce que c'est une monnaie d'échange pour préserver ce qui reste en Arménie? Beaucoup ont cru que le Karabakh, si on laissait le Karabakh à l'Azerbaïdjan, au turco-azéri en gros, on pouvait avoir la paix en Arménie. Personnellement, je suis beaucoup plus pessimiste parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'objectif, et ça a été dit très récemment par Aliyev Erdogan, l'objectif, c'est de couper le petit bout de l'Arménie, le Syunik. Et c'est pour ça que la France a mis une ambassade. C'est pour ça qu'une région, par exemple, Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes, a jumelé la région Rhône-Alpes avec cette région aussi de l'Arménie, parce qu'on sait depuis des années que c'est dans le collimateur des Azerbaïdjanais. Claire Mouradian, est-ce que l'Arménie est en train de se couper un bras pour sauver le reste du corps, quoi? On peut employer cette expression. Oui, tout à fait, c'est l'impression que l'on a. Il faut dire, alors, pour revenir sur certains points qui ont été évoqués... Il nous reste une minute, il faut aller assez vite. Les Arméniens ont aussi accueilli les réfugiés du reste de l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a une importante population en Azerbaïdjan en 88-89 qui ont été aussi expulsés par des pogroms, par les menaces. Il y a 200 ou 300 000 Arméniens qui sont retrouvés en Arménie, soit en Russie. Donc là, il y a aussi une continuité. Et voilà, quand Gaz Minassian évoquait les différentes politiques, il faut rajouter à ces politiques qui planent peut-être au-dessus de tout le monde ce que disait Staline, pas d'homme, pas de problème. Alors comme c'est un problème compliqué à résoudre, j'ai l'impression que de temps en temps, il y a des tentations de part et d'autre, y compris sans doute de la part de l'Occident, mais de la Russie certainement, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie sans conteste, mais aussi à un moment donné des autres, parce que comme ça paraît insoluble, enfin c'est pas insoluble en réalité, mais on doit gérer différents types d'intérêts, et hélas après, voilà, j'aimerais bien que, disons, la communauté internationale va certainement intervenir, mais que ce ne soit pas sous forme de requiem. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de votre livre, Gaz Minassian, Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre, qui est publié aux éditions Passé Composé. Merci à tous et à bientôt sur Public Sénat.